En 2001, Frédéric Boilet, auteur intimement lié à l'importation de Jiro Taniguchi en France et ancien responsable de la collection de mangas Saka chez Casterman, nous livrait son manifeste de la nouvelle manga dans lequel il mettait en lumière ce qui était alors, à ses yeux, un problème concernant le type de manga qu'on trouvait majoritairement à l'époque en France. L'essentiel de la manga traduite en France depuis plus de 10 ans est une manga commerciale pour adolescents dans le prolongement des dessins animés qui les ont précédés sur les petits écrans français. Une part de manga au quotidien est également traduite, mais il s'agit ici aussi essentiellement de séries pour adolescents dans lesquelles le quotidien est traité de manière souvent dramatique et caricaturale. La manga, qui me semble pouvoir toucher en France un public plus large, est une manga plus adulte, au quotidien sans emphase ni stéréotype, une manga à ce jour pourtant pratiquement ignorée des lecteurs francophones, à part la récente traduction du Journal de mon père de Jiro Taniguchi ou de L'homme qui marche il y a quelques années. Frédéric Boilet proposait alors de parler de la manga, et non pas du manga, pour s'éloigner de la manière dont le public non initié se le représentait souvent, c'est-à-dire violent, visant exclusivement les ados, grossier, etc. Le terme manga au masculin est malheureusement déjà perçu de manière très caricaturale par le public et les médias. Le manga, c'est la BD japonaise bon marché pour enfants et adolescents, tout à la fois violente et pornographique. On le sait, pour en être nous-mêmes, avec nos propres termes BD et bande dessinée, les premières victimes. Les préjugés ont la vie dure, et quand ils sont attachés à un mot, il est quasiment impossible de les en défaire. En m'appuyant sur les racines historiques et sociologiques de l'emploi du mot manga au féminin, je pense qu'il est possible d'en changer la perception. Au-delà du manga, une BD japonaise essentiellement grand public pour ados, il y a la manga, une BD japonaise d'auteur, adulte et universelle, parlant des hommes et des femmes, de leur quotidien. Alors, plus de 20 ans après la rédaction de ce manifeste, qu'en est-il de l'image des mangas en France? Les mangas souffrent-ils encore d'un manque de légitimité? Ces concepts de manga d'auteur et de manga au féminin ont-ils été utiles, pertinents, ou au contraire, ont-ils créé de nouveaux problèmes? Le manque de légitimité du manga dans l'Hexagone est très probablement lié à son arrivée. Le public français a en effet d'abord découvert les mangas à travers leurs adaptations animées, diffusées principalement par Recrea 2 dans les années 80 et par le Club Dorothée dans les années 90. Goldorak, Albator, Candy, Les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball, Olive et Tom, Nicky Larson, autant de séries qui ont marqué les esprits et qui sont aujourd'hui devenues culte pour de nombreux quarantenaires. À cette époque, l'omniprésence des dessins animés japonais à la télévision suscitait la polémique chez celles et ceux qui se voulaient être les défenseurs de la culture française ou de la culture tout court. Au niveau du traité de l'image, c'est pisseux, c'est absolument immonde, c'est mal joué, c'est mal doublé, alors les personnages bougent les lèvres et puis il n'y a aucun son qui en sort, ou il y a des sons et puis ils bougent plus les lèvres. Je crois qu'il faut d'abord couper la tête aux Japonais. Comme ça, en plus en France, on produit beaucoup de choses bien. Chez eux, c'est plutôt harakiri. On se souviendra du livre Ras-le-bol des bébés zappeurs de Ségolène Royal en 1989 et des nombreuses prises de parole de cette dernière. Qu'est-ce qui est plus inquiétant pour les valeurs françaises ou européennes? Est-ce que c'est trois filles qui portent un foulard et qui finissent par l'enlever? Ou est-ce que c'est le fait que tous les jours, des millions d'enfants voient pendant 3 heures d'affilée des dessins animés japonais où l'on s'entretue
pointus, voient des séries policières américaines, sont imbibés d'une culture qui n'est pas la leur, qui véhicule quand même une idéologie de la force, de l'écrasement du faible, qui leur enlève toute norme, toute capacité de référence à ce qui est important, à ce qui l'est pas, à ce qui est grave, à ce qui l'est pas. Moi, je pense que c'est beaucoup plus grave, ça, ce qui se passe sur la télévision. Et tout le monde s'en fiche, parce que les enfants, c'est un public en or. Ils regardent tout, alors pourquoi se fatiguer? Les dessins animés japonais, à la mode. Il y a des enfants qui refusent parce qu'ils ont autre chose en fait. Oui, mais en même temps, il y a une telle domination de ce qu'il faut voir. C'est-à-dire que quand dans la cour de récré, on leur dit « Oh, t'as pas regardé les Chevaliers du Zodiaque, t'es un nul », le lendemain, il va regarder les Chevaliers du Zodiaque, même s'il est mort de peur. Ces animés ont alors mauvaise presse. On leur reproche d'abrutir les enfants et les ados, d'être de mauvaise qualité car peu coûteux et même violents. Ce fut le cas concernant certaines séries, mais souvent pour des raisons extérieures aux œuvres originales, car le respect de leur intégrité n'était pas forcément une priorité. Par exemple, les doublages de certaines séries telles que Ken le Survivant sont légendaires de surréalisme, puisque les doubleurs jouissaient d'une grande liberté. Le bruit court que ce mystérieux personnage est à la recherche de l'homme aux 7 cicatrices pour se venger. Mais dans quel but Raymond Ray exactement doit se venger? Et quel secret se cache sous le voile de la mariée? Ça m'est égal, ça fait même pas mal. Dans 7 secondes, tu seras mort. Non, pas 7 secondes, c'est pas assez, donne-moi de plus. T'es madame, mon frère. L'heure de ta vengeance va sonner. Il a cassé ma longue vue. Couteau de cuisine et petit canif. Philippe Auguste, un des doubleurs de la série Ken le Survivant, racontait en 2015 « En fait, l'équipe était composée d'acteurs assez habiles pour être capables de transformer le texte en direct. C'était de l'improvisation totale. On avait seulement un texte de base et à partir de celui-ci, on déconnait complètement. Je disais aux autres acteurs de se lâcher. En ce qui concerne la violence, elle était parfois avérée, mais on montrait à des enfants des séries qui, à l'origine, ne leur étaient pas destinées, car à l'époque, chez nous, un dessin animé était automatiquement vu comme un programme pour enfants. Ainsi, jusqu'au début des années 90, parler de manga revenait le plus souvent à parler d'animation et non de BD. De manière générale, Akira de Katsuhiro Otomo est considéré comme étant le premier manga à avoir été publié en France. En mars 1990, les premiers fascicules de ce titre paraissaient en kiosque. Gen d'Hiroshima, publié en 1983, était en effet passé quasiment inaperçu. Il faudrait alors plutôt dire qu'Akira a été le premier manga à succès plutôt que le premier manga publié en France. Il est clair que les mangas sont inscrits dans la continuité des diffusions télé qui les ont précédés. Par exemple, une étrangeté que l'on pouvait trouver dans le Club Dorothée Magazine, dont la publication a débuté en septembre 1989, plusieurs mois avant Akira. Sur la couverture du tout premier numéro de ce magazine, on pouvait lire, pour la première fois en BD, Dragon Ball, Georgie, Metal Dare. Aujourd'hui, on s'attendrait donc à lire des extraits des mangas en question, mais à l'époque, on découvrait en fait des captures d'écran des dessins animés utilisés pour tenter de créer une BD maladroite et amateur. Autrement dit, on ne lisait pas un extrait du manga des Chevaliers du Zodiaque, mais des passages du dessin animé transposés sous forme de BD, le tout en couleur, se lisant de gauche à droite, les dialogues reprenant plus ou moins le doublage de la version française, etc. Et on ne peut que constater une certaine impunité quant à l'usage de la licence. Mais alors, la Shueisha, maison d'édition japonaise détenant les droits de cette série, était-elle au courant de cette pratique? Eh bien, contre toute attente, elle l'était probablement, car elle a produit, pour le numéro 10 du Club Dorothée Magazine, une double page faisant la promotion du Jump, son magazine de prépublication au Japon. On y trouvait, entre autres, des portraits d'Akira Toriyama et de Masami Kurumada. On y voyait aussi une couverture du Jump accompagnée d'une planche de manga. Il est donc
évident que la Shueisha avait connaissance du marché français et avait sans doute des ambitions quant à l'exportation de ses licences. Le laisser-faire dont elle faisait preuve à l'égard du magazine français correspondait à une période de tâtonnement où l'on cherchait des moyens de rendre le manga accessible au public français. D'ailleurs, Akira lui-même est passé par la case adaptation occidentale avec une colorisation ainsi que des planches retournées pour que la lecture se fasse de gauche à droite. Mais cette volonté de faciliter la lecture des mangas en les rendant plus proches des BD dont le public français avait l'habitude n'a pas été sans conséquences négatives. Les multiples libertés prises, qu'il s'agisse des doublages douteux pour les dessins animés ou l'inversion du sens de lecture pour les mangas, ont pu participer à ancrer l'idée que l'on pouvait tout se permettre avec ce médium. L'intégrité du manga a été mise à mal dès le départ, puisque le manque de sérieux de certaines adaptations et le non-respect des œuvres originales ont contribué à faire naître l'idée que le manga lui-même n'était pas une affaire sérieuse. Ainsi, puisque la première vague de manga a découlé des diffusions télé, quand la plupart des profanes entendent le mot manga, on peut facilement imaginer qu'ils ont alors en tête un personnage d'un manga shonen neketsu très populaire, ce même shonen neketsu qui a été malmené et déprécié pendant des années à travers ses bidouillages franco-français. On l'a vu en introduction, pour se distinguer du manga dit populaire, Frédéric Boilet choisit d'employer le féminin avec une manga. Cet emploi renvoie à l'usage qu'en faisait Edmond de Goncourt en 1896 pour décrire les hokusai manga. La manga, cette profusion d'images, cette avalanche de dessins, cette débauche de crayonnage, ces 15 cahiers où les croquis se pressent sur les feuillets, est une œuvre qui n'a de pareil chez aucun peintre de l'Occident. La manga, ces milliers de reproductions fiévreuses de ce qui est sur la terre, dans le ciel, sous l'eau, ces magiques instantanés de l'action, du mouvement, de la vie remuante de l'humanité et de l'animalité, enfin, cette espèce de délire sur le papier du grand fou de là-bas. Ce recours à l'emploi historique du terme manga au féminin est donc complètement arbitraire et on pourrait penser que le but de Boilet est de rapprocher les mangas des arts considérés comme légitimes tels que la peinture. La formule de nouvelle manga, également évoquée par Boilet dans son manifeste, établit elle aussi un rapprochement avec des arts vus comme légitimes, puisqu'on parlait déjà de nouvelles vagues et de nouveaux romans. Au fond, la frontière entre BD et manga commercial et BD et manga d'auteur me semble être plus nette, plus infranchissable que celle qui sépare plus globalement les deux genres. La nouvelle manga serait l'expression de cette connivence, le prolongement franco-japonais de la BD d'auteur française et de la manga, une initiative d'auteur par opposition aux initiatives d'éditeurs ou de librairies d'import, débouchant immanquablement sur des traductions ou des importations du tout venant des séries à succès. Cette appellation, empruntée à d'autres domaines artistiques, instaure alors une comparaison. Et on peut se demander si c'est une bonne chose pour les mangas, car cette analogie avec les arts dits majeurs met, de fait, une grande partie des mangas en position d'infériorité. Par exemple, le renvoi à la littérarité qui transparaît dans le terme roman graphique laisse entendre que le manga, ou la BD en général, doit trouver son origine dans un art plus noble qu'elle pour accéder à un statut respectable. Comme la photographie, la bande dessinée interroge. Elle renvoie à ce vieux débat sur les arts majeurs et les arts mineurs. Un créateur de bande dessinée est-il un artiste ? La vraie question est de savoir s'il a le même statut qu'un peintre ou qu'un sculpteur, alors même qu'il s'est rendu célèbre par une forme d'art de type industriel ou tout au moins grand public. En parlant de manga d'auteur, on prend le risque de laisser entendre que, par défaut, les mangas ne sont pas un art légitime. Par exemple, le terme de roman graphique peut sonner plus sérieux, plus adulte, comparé au terme de manga, qui lui porte encore une connotation négative aux yeux des profanes. En d'autres termes, en voulant s'éloigner du mot manga, on perpétue, implicitement et pernicieusement, les préjugés des années 90. S'il est vrai qu'en France on aime parler de cinéma d'auteur pour décrire une œuvre qui bénéficierait d'un soin particulier par rapport aux autres, Pierre-Laurent Dorès soulignait, lors des universités d'été d'Angoulême de 2012 consacrées au manga, que la dénomination de manga d'auteur
est donc issu d'une hiérarchisation française des œuvres qui n'a pas de réalité concrète au Japon. Là, vous sortez d'une intervention, vous avez parlé du manga d'auteur. Est-ce qu'on peut définir ce qu'est le manga d'auteur ? Je crois qu'on ne peut pas définir ce que c'est que le manga d'auteur. Voilà. C'est la première difficulté parce que c'est un terme qui en fait, qui n'a pas vraiment de résonance japonaise. Je ne suis pas spécialiste du Japon, mais je suis pratiquement sûr que ça n'a pas de résonance japonaise. C'est une invention européenne et même française. Ça vient du cinéma d'auteur qui a été défini par un côté, peut-être une préoccupation artistique plus importante que la préoccupation commerciale, avec un auteur, un artiste qui avait la main mise complète sur la finalité de l'œuvre, bien que le cinéma soit une œuvre collective, un film de cinéma soit une œuvre collective, et un certain nombre de critères comme ça. Ça s'est ensuite déplacé dans les années 90, on a commencé à parler de bande dessinée d'auteur en Europe, mais le terme manga d'auteur, finalement, est une construction on va dire, c'est une construction d'éditeur. Alors, s'il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, hein, certains font un très très bon travail, mais disons que c'est une catégorie qui vient plutôt d'un effet d'optique. Il n'existe pas de manga d'auteur au Japon, il existe en France des éditeurs qui veulent éditer du manga d'auteur. Le manga d'auteur est donc un concept franco-français, ce n'est pas une catégorie objective. Il s'agit globalement d'une démarche éditoriale et thématique, mais en pratique, elle marque une hiérarchisation qualitative. Par exemple, Jiro Taniguchi est fréquemment perçu comme l'exemple type de créateur de manga d'auteur. De fait, les observateurs français ne tarissent pas d'éloges concernant Taniguchi. C'est grâce à une exposition sobrement intitulée Jiro Taniguchi, l'homme qui rêve, que la ville de Versailles mettra à l'honneur le légendaire auteur japonais à l'espace Richaud. Sauf que Taniguchi n'est légendaire qu'en France. J'en veux pour preuve une conversation avec un ancien collègue japonais, grand collectionneur de mangas de son état, qui pour autant n'avait jamais entendu parler de Jiro Taniguchi. Comment alors expliquer cet engouement français pour cet auteur bien moins connu dans son propre pays? Eh bien, probablement grâce à des éléments qui éloignent Taniguchi du manga populaire tel que le conçoit le public français dit lettré. Aspect paisible, écriture du quotidien ou encore introspection, autant de facteurs qui le rapprochent du concept d'auteur à la française. On pourrait alors en déduire que ce qui plaît dans le manga de Taniguchi, c'est son style français. Et le concept de manga d'auteur montre ses limites lorsque les mangas acquièrent un statut patrimonial. Il faut par exemple attendre que les œuvres et les auteurs soient reconnus comme incontournables pour figurer dans les sélections du festival d'Angoulême. Ainsi, Katsuhiro Otomo a été récompensé 30 ans après la publication d'Akira, en 2015, par le Grand Prix d'Angoulême, tandis qu'Akira Toriyama recevait le prix du 40e anniversaire du festival en 2013, en créant au passage une polémique. Cette année, le festival avait décidé d'innover et de demander à tous les auteurs présents à Angoulême, 1500 environ, de voter parmi une liste de 16 auteurs reconnus. Plus de 500 d'entre eux semblent avoir voté. Mais le Grand Prix n'a pas été remis à l'auteur ayant réuni le plus de suffrages. L'Académie devait en effet choisir son lauréat en tenant compte du vote. Or, selon les indiscrétions de Louis Trondheim, l'élection a été mouvementée. Si l'on en croit l'auteur de Lapino, certains ex-Grand Prix, présents dimanche, ils étaient 15, ne connaissaient pas les auteurs plébiscités comme les japonais Katsuhiro Otomo et Akira Toriyama. Louis Trondheim, dessinateur, scénariste et éditeur français de bande dessinée, s'était alors retiré des votants. Quand je vois lors des délibérations que nombre de mes confrères ne connaissent pas la plupart de ces noms, ni leurs travaux, ni ne veulent entendre parler d'un auteur japonais, j'ai honte. Toriyama a donc reçu une récompense qui, même si elle a affirmé son statut d'auteur, l'a en même temps minimisé. Ce prix n'est pas celui qu'il aurait dû recevoir à la suite du vote, et cela en raison de son origine japonaise et du caractère populaire de sa production. Mais alors, malgré un certain progrès, pourquoi les auteurs de manga populaires passent-ils pour des créateurs de seconde zone au regard du festival? Si Tezuka a reçu ses lauriers pour l'ensemble de son œuvre, si Otomo a été reconnu pour
sur le succès d'Akira, et si Toriyama a été vainqueur bon gré mal gré pour avoir marqué toute une génération, des auteurs très populaires sont complètement écartés de cette reconnaissance officielle et symbolique. Finalement, légitimer le manga en France est un chemin semé d'embûches, et il est loin d'être facile de répondre aux questions que cela soulève. C'est un processus en cours pour certains, tandis que pour d'autres, c'est déjà du passé. On l'a vu, les tentatives de légitimation qui reposent sur l'utilisation d'expressions voulant s'éloigner du mot manga créent une hiérarchie au sein du médium. On peut alors douter de la pertinence de cette fragmentation qui tend à ignorer ou minimiser l'importance d'une partie des mangas en privilégiant un certain type plutôt qu'un autre. Et c'est peut-être une des choses qui explique la lenteur de la pleine reconnaissance des mangas. D'une certaine manière, ces embranchements, ces clivages, ces cloisonnements construisent des murs plutôt que d'en abattre. Même si les choses semblent s'être considérablement améliorées depuis les années 90, même si aujourd'hui le manga s'est largement démocratisé, il ne faut jamais chercher bien loin pour entendre ou lire les mêmes clichés, raccourcis et idées biaisées qu'il y a 30 ans. Les mangas doivent finalement faire face aux mêmes épreuves et mêmes réticences que de nombreuses autres formes d'art issues de la culture dite populaire. Entre mépris, dédain, méconnaissance et jugement de valeur arbitraire émanant d'une certaine élite, les mangas populaires et leurs auteurs peuvent compter en partie sur la construction d'un patrimoine, mais qui reste aléatoire, car dépendant des choix éditoriaux français. Alors, on peut toujours s'interroger et imaginer ce qu'il adviendra de la reconnaissance des mangas populaires modernes. Ce caractère patrimonial qui s'obtient au fil du temps suffira-t-il, d'ici quelques années, à légitimer une bonne fois pour toutes tous les mangas, peu importe leur cible, leur lectorat ou leur familiarité avec des concepts occidentaux, voire franco-français? Ou alors, sont-ils condamnés à tomber dans l'oubli, faute de ne pas avoir fait partie des premiers arrivés, à l'image d'Akira et de Dragon Ball ?